Bon, moi, je n'ai pas d'image. J'ai un peu des souvenirs et des émotions par rapport à ce quartier. Pardon. Et des émotions par rapport à ce quartier. Je parlerai des villes vulnérables, des habitants vulnérables et l'état du désastre un petit peu. Dans un entretien avec Alain Père, qui est parmi nous, en avril dernier, Marie Batou répondait, je cite de mémoire parce que je n'ai pas noté tout par cœur, « J'ai compris que j'avais toléré que les logements insalubres soient malsains. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça tuerait de manière aussi violente. » C'est-à-dire qu'on a vraiment l'habitude des maisons malsaines et des maisons l'habitat indigne. Rue d'Aubagne, Noailles, Marseille n'est pas le seul lieu des effondrements. En 89, à Toulon, ça a dû vous être raconté hier, j'imagine, l'effondrement de la Maison des Têtes, qui fait 13 morts. En 2015, toujours à Toulon, c'est au tour de la rue du Seillon d'avoir un écroulement, donc assez récent. À Grasse, en 2015 aussi, dans le même mois, 2 immeubles s'écroulent rue Marcel Journet et toujours en novembre, une autre rue Mougins-Roquefort. Ce sont des villes dont le centre ancien est habité de façon précaire et habité par ce qu'on appelle des précaires, enfin des pauvres. On appelle ça des pauvres. Donc c'est un petit peu le cas de Marseille. À Marseille, tout le monde s'est senti en danger. Une onde de choc, un mouvement de panique. J'ai entendu parler de catastrophes naturelles. Les assurances ont supprimé des clauses de leurs contrats auprès des habitants. À ce moment-là, on est vraiment dans une époque, un moment extrêmement terrible. Et à ce jour, on dénombre 3500 évacués, ce qui est quand même important. Pardon ? Aujourd'hui, 4500, dernière nouvelle. La ville est entrée dans une période de mélancolie dans laquelle on est toujours, je vous l'assure. Et dans une crise humanitaire qui était prévisible. Pourquoi était-elle prévisible? C'est qu'en mai 2015, Christian Nicole rendait un rapport sur l'état de l'habitat à Marseille. Je cite, « Ce monsieur Nicole, c'est nous qui lui avons fourni tous les documents pour réaliser son rapport très partisan. Il nous a causé beaucoup de tort. » C'est monsieur Gaudin qui dit ça. Pardon? Bien sûr, voilà. L'auteur déchiffre une situation par des chiffres éclairants sur l'état social. Marseille compte 377 000 résidences principales, 13% sont des maisons unifamiliales, 7% sont en copropriété et 6 000 copropriétés sont très fragiles, c'est-à-dire 30% du parc. 25% des ménages, je vous assène ces chiffres parce que c'est important, sont en dessous du seuil de pauvreté, 40 et 50% dans les premiers, deuxième, troisième et 15e arrondissements. Et chez les locataires, c'est 50% qui sont au-dessous du seuil de la pauvreté. Le revenu brut imposable médian à Marseille est de 17 000 € par an et par unité de consommation, c'est-à-dire famille et logement, je vais vous dire, en même temps. Mais par arrondissement, dans le premier arrondissement, les locataires ont un revenu de 8 000 € par an et dans le troisième arrondissement, 6 000 € par an. C'est-à-dire qu'on est dans une ville des contrastes, c'est le moins qu'on puisse dire, avec vraiment une très grande précarité. Les logements indignes sont évalués à 40 000 dans le rapport Nicole, constituant des risques de sécurité et de santé pour 100 000 occupants. C'est le plus fort taux de France, voire d'Europe. La Fondation Abbé Pierre a quand même estimé à 36 000 le nombre de logements vides à Marseille en 2018. Je ne sais pas comment ça a évolué avec les évacuations. 5 îlots sont déjà identifiés par la ville avant ce rapport. Rue Fondry-Vieille dans le quartier du Panier, Cœur-Sec-Velten dans le nord de Belzins, Mazagran, Coutellerie dans le Panier encore, Opéra, vous savez où c'est, et surtout dans le quartier de Noailles. S'y ajoutent de grandes copropriétés, Calisté, Corot, Bel Horizon, Maison Blanche, Plombières, Bellevue, Le Mail, Les Rosiers, La Morlette, Consolat, Les Crottes et la Cabucelle. Je vous signale que Corot a été évacué, que Bellevue a été l'objet d'un incendie très grave pendant l'été et qu'on a encore évacué des gens. C'est-à-dire que la pauvreté, qu'elle soit au centre-ville ou en périphérie, subit le même sort et les mêmes assauts.
Le rapport ne sera naturellement, hélas, pas suivi des faits, qui proposait d'expertiser tous les immeubles du centre-ville, d'appliquer les procédures qui existent de police sur l'habitat indigne. Je vous signale que l'habitat indigne a été initié, et les lois autour de l'habitat indigne, par Madame Lindemann lors de la comment ça s'appelle, dans les années 80, en même temps qu'on fait du reste Euroméditerranée. Et donc, c'est pas une des démarches nouvelles. Que je reprenne mon fil, d'appliquer les procédures donc de police sur l'habitat indigne. Les services en charge ne faisaient pas grand-chose, ne travaillaient pas ensemble et n'allaient même pas voir sur place. Ils n'étaient pas assez nombreux à leur dire. D'organiser l'hébergement et le relogement par la reconstitution de l'offre de logement, établir un plan de relogement que la ville doit établir naturellement. À Noailles, 80% de la population est éligible aux logements sociaux, mais il n'y a que 4% de logements sociaux. De traiter l'habitat indigne en lien avec les projets urbains du centre-ville. Pour l'instant, on voit surtout des façades et de la piétonisation. Noailles n'aurait pas pu profiter de la grande politique urbaine centrale de Marseille. Un plan exceptionnel pour les copropriétés, un plan qui s'appelle ORCODE, qui veut dire opération de requalification des copropriétés dégradées, liées à la loi Allure. Aussi la réhabilitation et ce qu'on appelle le recyclage, c'est-à-dire l'acquisition de lots ou d'immeubles entiers par les instances publiques, avec sortie du régime de copropriété, parce qu'on a beaucoup de petites copropriétés qui n'arrivent pas à boucler leur budget eux-mêmes, et donc l'entretien s'en trouve touché. Mais on trouve aussi dans ce rapport quelque chose qui nous rappelle des temps, au moins les années 60 et 70. La rénovation, démolition, reconstruction. C'est un peu ce qui nous pend au nez. D'une part, on trouve dans le rapport, je vous cite des morceaux seulement, qu'il y a beaucoup de contraintes morphologiques impactant le quartier de logement. Il s'agit des parcelles dites étroites, il s'agit de la hauteur des bâtiments, Marseille est plutôt une ville basse. Il s'agit aussi de 20% des logements qui bénéficient d'une luminosité faible et des situations de précarité énergétique. Les mitoyens sont parfois techniquement imbriqués, ce qui complique la faisabilité des opérations juridiques des travaux. Enfin, ce qui réjouira tout le monde, sur le plan patrimonial, une ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est en cours sur le centre, entraînera des contraintes techniques supplémentaires susceptibles d'impacter fortement le coût des opérations. Alors d'une part, ce qu'avait dit Pascal Urbain en entrée de ces 48 heures, se trouve là un résumé dans un rapport qui est de 2015. C'est-à-dire qu'on ne va pas forger de nouveaux outils entre 2015 et ce qui va être sans doute le temps de la réparation urbaine au niveau de Noailles, par exemple, ce qui fait qu'on va retrouver notre ville telle que ça vient d'être évoqué, avec des trous de plus en plus grands. Et cette rénovation qui vient de la guerre, même d'avant-guerre, où il fallait rénover les bâtiments, les quartiers fétides, on va dire. Et je pense que ce qu'a dit Pascal hier, c'est-à-dire que la ville pré-industrielle, c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'on ne revient pas dessus, on n'a pas les moyens de la refaire exactement. Toutes les tentatives qu'ont essayé de faire Léon Krier et sa bande en Europe n'a pas pu se faire. Il y a quelques établissements aux États-Unis, mais ça sent beaucoup le carton-pâte malgré tout. Donc on est sur quelque chose, et je dirais que c'est sans doute aux étudiants de montrer que le mode de vie est possible dans ces immeubles, ces 3 fenêtres, les 2 fenêtres, etc. Parce que le mode de vie a changé depuis l'époque où on pensait rénovation, c'est-à-dire hygiénisme à tout crin, et des grilles de lecture de l'habitat qui étaient des grilles très traditionnelles, c'est-à-dire des grilles qui dataient du 19e siècle en fait, unifamiliales, avec
la cuisine qui est d'un côté avec une bonne quand il y en a une, etc. Donc je pense que là, il y a une révision des modes de vie qui ont vraiment beaucoup changé. Là-dessus, voir ce qui a été fait dans les unités pédagogiques, et notamment, comment s'appelle-t-elle, qui travaille depuis des années sur l'habitat, tu vas me le dire... Monique Eleb, qui montre qu'il y a vraiment des modèles de division et de distribution d'appartements qui ne sont plus les mêmes que ceux dans les années 60. Donc là, il y a quelque chose à creuser pour démontrer que c'est possible, démontrer à la personne qui est en charge du PPA, qui, il paraît, était là hier et peut-être là aujourd'hui, je la salue, mais qui se pose pas trop de questions sur cette espèce comment dirais-je, de reliquat de la rénovation, démolition, reconstruction qui reste en place. La deuxième question que je poserai, c'est pourquoi, c'est pas moi qui la pose, on est beaucoup à se la poser du reste, pourquoi l'habitat indigne ne se résorbe pas, dont la question subsidiaire est celle des pauvres dans le centre-ville, et comme on dit dans la novlangue, pourquoi dans le centre tant de précarité et de mixité? Il faut remonter à Albin Chalandon, je m'excuse, hein, beaucoup de gens n'ont jamais connu cette époque. À Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du Logement entre 68 et 72, sous Pompidou, et avec comme Premier ministre Chaban-Delmas, à la fois maire de Bordeaux, qui était maire de Bordeaux. Très critique envers les organismes HLM, Albin Chalandon illustre les premières tentatives de libéralisation dans le domaine du logement public. On crée les plans d'épargne logement, on développe l'habitat individuel, les célèbres chalandonnettes, et on met fin au système de location coopérative. Avant ça, un groupe de gens dont les revenus pouvaient émarger au financement HLM pouvaient se mettre ensemble et construire un immeuble plurifamilial avec ces aides financières-là. Ça a été supprimé à l'époque de Chalandon. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un HLM diffus et immobilier, non pas des grands ensembles seulement. Il lance en 69 un grand concours de modèles. Le modèle était vraiment l'idée de l'industrialisation achevée. On pouvait répéter ce modèle indéfiniment dans tous les coins de France. Le permis de construire n'était pas obligatoire. Et donc, il lance donc ce concours de modèles pour 15 000 logements dits expérimentaux. On verra que c'est de l'industrialisation lourde, en fait, en définitive, destinés très précisément au relogement des habitants de centre-ville afin de rénover les quartiers anciens comme Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille et la région parisienne. Là encore, il s'agit de la rénovation, démolition, reconstruction qui faisait florès à la fin des années 60. Le processus de relogement a complètement réussi à Bordeaux, qui était donc la ville du Premier ministre. Les habitants du centre-ville ont été délogés à Floirac. Le centre-ville est magnifiquement gentrifié. On a tous vu ces très belles relectures des chartrons, qui étaient en plus des bâtiments à caractère industriel, du stockage. Donc on a fait de la ville magnifique, et aller à Bordeaux, il n'y a vraiment pas de problème de pauvreté évidente dans le centre-ville. À Marseille, les ensembles des Flamands, des Iris et de la Savine, qui ont été construits sous ce principe, c'est-à-dire 2500 logements, serviront d'abord à la politique de résorption des bidonvilles, qui était très en retard à Marseille. Il faut dire qu'on en avait pas mal aussi. Et donc, existe donc la rénovation du centre-ville. Le processus de gentrification des villes-centres concerne des métropoles, à l'exception notable de la ville de Marseille. Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est un rapport d'IAURF. Quant à la suppression de l'habitat indigne, l'idée remonte assez loin finalement. On peut aller très très loin dans l'histoire, notamment des philanthropes du 19e siècle, mais je dirais institutionnellement, on retrouve ça en l'entre-deux-guerres, où des bénévoles se regroupent dans des immeubles anciens délabrés et entreprennent la réapparition des logements les plus vétustes. Donc ça, on est entre les deux guerres. C'est plutôt des bénévoles qui sont, on va dire, des chrétiens démocrates, pour faire très simple, qui s'occupent de la misère, hein, et donc qui vont essayer d'aider ceux qui sont dans cet état de misère. Après la guerre, en 1942, donc sous l'occupation, on crée le pacte
propagande d'action contre les taudis. Ça dit bien son nom. Et la propagande vient du temps lui-même. Après la guerre, se sont menées des premières opérations groupées de restauration immobilière étendues aux immeubles d'un quartier entier. Ce sont les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, OPAH. Les pactes ARIM deviennent les associations de restauration immobilière dans l'optique d'une rénovation avec un pourcentage d'insalubrité qui va dire si cet îlot doit rester ou ne doit pas rester en place. Dès qu'on a dépassé 45%, on démolit. Alors, comment on mesure l'insalubrité, je ne vous le dis pas. Marseille a pas mal souffert. Hein. Belzins a failli être démoli grâce à ces démarches d'opérations immobilières en rénovation. En 2000, le pacte ARIM sont quand même à l'origine de l'inscription au Code civil que les logements mis en location doivent être des logements décents. C'est donc une avancée législative, on va dire, légale en tous les cas là-dessus. Aujourd'hui, le pacte ARIM s'appelle Solia, Solidaire pour l'habitat, et c'est Solia Provence qui s'occupe du relogement des évacués. Il en resterait 350, mais je n'ai pas les derniers chiffres, sur les 3500, sur les 4500. Donc c'est un bel effort de relogement, mais on ne sait pas très bien où, on ne sait pas très bien comment. Dans la Marseillaise, on a un très bel... Oui, pardon. Ah ben bien sûr. Bien sûr, le relogement des évacués n'est pas un relogement... On espère pour eux qu'ils reviendront chez eux. Bien sûr, oui, tout à fait. Ce qu'on sait, c'est que les relogés prennent la part des logements dédiés au DALO. Vous savez, le droit à un logement DALO, logement opposable, qui fait que les gens qui avaient droit à un logement opposable passeront après les délogés. Donc, c'est-à-dire, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Donc c'est un vrai problème hein, là-dessus. Dans le domaine de l'habitat indigne, Marseille n'est pas seul et selon une étude de l'Institut d'aménagement urbain d'Île-de-France, la région d'Île-de-France compte 167 300 logements insalubres. Paris en compte quand même 61 000 contre les 40 000 de Marseille. On reste en second quand même. Le maire de Saint-Denis déclare « Au fur et à mesure que nous traitons les immeubles, d'autres surgissent et nous ne parvenons pas à faire reculer le phénomène. En fait, si on croise la pénurie de l'offre, la saturation des circuits d'hébergement, on le voit là, et du logement social, la présence d'une population modeste, le poids du parc ancien se conjuguent pour faire prospérer un véritable second marché du logement. » C'est donc un phénomène économique auquel on a affaire et non pas simplement la misère exposée à la bourgeoisie. La rentabilité économique est réelle pour de nombreux acteurs qui tirent profit de la pénurie et de l'inadaptation de l'offre dans un marché aussi tendu. L'habitat indigne ne peut pas être combattu sans imaginer qu'il répond à des besoins réels d'accueil. Des ménages à revenus modestes, d'étrangers, d'étudiants, de chômeurs, de retraités qui ne peuvent pas fournir 6 mois de fiches de paye ou des garanties suffisantes. Des besoins qui, s'ils ne sont pas satisfaits, trouveront toujours à s'exprimer dans les interstices du marché et dans les conditions de plus en plus difficiles. La loi Elan de 2018, donc sous l'actuel gouvernement, définit le logement comme un bien marchand. Les investisseurs aussi, du reste. Attirés par des gains fiscaux et la garantie de loyer au détriment d'une véritable amélioration de l'habitat. On connaît le dispositif. Les bailleurs ou les propriétaires encaissent l'APL. Le reste à charge n'est même pas encaissé. Il est très faible. Du coup, il y a un rapport qui s'établit de dette entre le locataire et le bailleur propriétaire. Du coup, on a des locataires qui ne payent pas leur reste à charge. Le propriétaire dit « mais je ne peux pas investir dans mon immeuble ». Et du coup, on est sur un cycle bien connu qui est qu'on n'améliore pas l'habitat. Du coup, on a des habitations vétustes. On a une contamination parce qu'avec cette population qui paye quasiment pas de loyer, hein, de fait, et qui rapporte quand même aux propriétaires,
on a des habitants voisins qui s'en vont, et le même schéma qui se répète à travers des rachats d'immeubles. Donc on a des quartiers entiers qui fonctionnent autour de l'APL. Ça va peut-être pas durer, mais c'est quand même un mécanisme extrêmement pervers. Et on peut se demander comment la loi dite Elan, qui par ailleurs a fait beaucoup de dégâts sur le reste de la construction, peut se demander si cette loi pourrait résorber l'habitat indigne, si on supprime l'aide à la pierre, c'est-à-dire le financement du logement social, si par la suppression de l'APL, sur la baisse de l'APL, on diminue les aides à la personne, et si on vend des logements sociaux tous les ans, naturellement les mieux placés, les plus intéressants, les mieux construits, et généralement les mieux placés dans la ville. Là, je ne sais pas où j'en suis du point de vue des pages, mais on va bien essayer d'y arriver. Je terminerai en retournant, peut-être que je suis trop long là, non ? Déjà ça doit être un peu ennuyeux, mais c'est ennuyeux que la rue d'Aubagne s'écroule. Retour sur la question du logement. Alors la question du logement est un ouvrage que connaissent bien les marxistes. Il est de Frédéric Engels, qui se compose de 3 articles écrits en 1872. C'est pas d'hier, en réponse à ceux de l'économiste Pierre-Joseph Proudhon, un Français, auteur d'un ouvrage « Philosophie de la misère ». Il pensait que la misère pouvait créer une philosophie auquel Karl Marx avait répondu dans un texte célèbre qui s'appelle « Misère de la philosophie ». Ces 3 articles portent sur comment Proudhon résout la question du logement, comment la bourgeoisie résout la question du logement et des remarques complémentaires sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Je rassure tout de suite le public, Engels ne voit pas de solution à la question du logement, sinon dans la révolution, la fin du capitalisme et de la propriété privée. C'est tranchant, mais c'est jusqu'à présent, comme on n'arrive pas à résorber l'habitat indigne, on peut dire que ça marche comme hypothèse. Pour la bonne raison que le problème du logement ne concerne pas l'exploitation des travailleurs en tant que travailleurs. Le problème est qu'ils sont exploités en tant que consommateurs de logement et de ce fait, les travailleurs sont loin d'être les seuls à être affectés. Donc ça pose la question du logement dans un autre terme que les rapports classiques de classe, et notamment de classe ouvrière porteur de la Révolution, bien sûr. Proudhon pense que seule la loi et la justice éternelle permettent de régler les conflits de classe et pourraient régler le conflit de l'habitat, de la question du logement. On a beaucoup de lois, hein, nous. Pour Engels, les bénéfices supposés des réformes paternalistes et le fait qu'il comprend que les réformes libérales fait d'emblée partie de la stratégie bourgeoise, l'idée est que les appels à la justice morale sont eux-mêmes des expressions de la relation socio-économique, sans oublier sa condamnation de la solution des questions du logement dans la propriété privée. Les auditeurs attentifs auront vu qu'il n'y a pas de verbe dans cette phrase. C'est une vraie phrase communiste. Pour le second texte d'Engels, évoque le processus, alors ça c'est très important, évoque le processus d'osmanisation, l'avènement de ce qu'il appelle la cité du luxe. Naturellement, la cité du luxe, c'est Paris. C'est la Paris du Second Empire et la Paris excluante, naturellement, de la population ouvrière dans le centre. À savoir, dit-il, donc une réappropriation de l'espace urbain par la classe dominante. C'est le mécanisme dans lequel la plupart des villes européennes sont. On parlerait aujourd'hui, dans les centres historiques, de gentrification, comme l'a dit Gérard Chenoz. Pour que les gens se mélangent, il faut que certains partent. La bourgeoisie n'a jamais eu qu'une seule méthode pour résoudre la crise du logement, c'est celle de déplacer le problème, donc de transférer la pauvreté du centre-ville vers la banlieue. D'où mon retour à Chalandon et son opération dite coup de poing, où Bordeaux, effectivement, évacuait toute la population populaire, tout le populaire dans
de Bordeaux. La question du logement est devenue urbaine. Le départ de Henri Lefebvre du Parti communiste dans les années 50, vous voyez, on gratte la question, s'explique largement par le fait qu'il essayait de se concentrer sur l'urbain. La réponse qu'il recevait du Parti communiste à l'époque se résumait à ceci: peu importe l'urbain, tout est une question de classe. Mais Lefebvre avait raison. Aujourd'hui, le manifeste pour un Marseille populaire est la clé des revendications des droits à la ville pour les associations de la Plaine et de Noailles. Je dis bien la Plaine et Noailles. L'histoire populaire démarre. Où étaient les insurgés, les ouvriers, les domestiques, les immigrés dans la ville historique et dans l'histoire de la ville elle-même? C'est encore un chapitre qui est vierge de toute chose. À Marseille, on a la chance d'avoir Alesside Léon-Briand qui a essayé de creuser ce thème-là. Mais il passe pour un rebelle, on va dire. La question du logement émergeait en Allemagne avec l'afflux des travailleurs dans les grandes villes en plein développement. Engels dit à ce moment donné: n'oublions pas, nous sommes en 1872, la chose est certaine, il y a déjà une quantité suffisante de logements dans les grandes villes pour remédier immédiatement à toute pénurie. Le chiffre évoqué plus haut de la Fondation Abbé Pierre, 40 000 logements insalubres à Marseille et 36 000 logements vacants, le compte y est si on reprend la production de logements sociaux et si l'on passe par les réquisitions, ce qui était demandé dans les premières manifestations après le 5 novembre. Donc, en limitant le droit à la propriété, ce qui se fait à plein d'occasions, je vous signale. Je terminerai par quelque chose de plus architectural à propos justement des villes vulnérables et des habitants vulnérables et de cet état général du désastre. Aldo Rossi disait que l'architecture était en état de catastrophe. Vous voyez qu'il n'y a pas que le bâti, mais l'architecture est en état de catastrophe. Et le grand, il n'est pas si grand que ça, il est peu connu du reste en France, Teddy Cruz parle de la ville du XXe siècle qui doit prendre en compte la ville précaire. Dans son raisonnement, on trouve que l'économie mondiale n'a pas les moyens de construire de la ville constituée pour 1 milliard qui vivent dans des formes d'habitat précaires. Encore moins pour les 3 milliards qu'ils seront en 2050. Perspective assez noire quand même. Et je terminerai par le texte de Michel Serres qui est très intéressant sur les destructions. Les mêmes pierres qui servent pour la lapidation et la fronde, la violence, et pour les frontons, les constructions. Les barbares démolissent l'édifice pour ramener la pierre à sa fonction de projectile. La sagesse construit pour immobiliser la pierre, pour apaiser la haine et pour la protection. Pourquoi croyez-vous qu'il existe des murs, des villes, des temples, alors que nous pouvons dormir sous les étoiles et nous prosterner devant les horizons? Nous n'avons jamais bâti que pour assagir les pierres, elles voleraient trop sans cela entre nous. L'histoire détruit pour faire du bâti une carrière d'armes, on lapide mieux dans les décombres ou dans les chantiers arrêtés. Nous ne vivons qu'au milieu des ruines, c'est-à-dire des projectiles. Construire n'est que les immobiliser. Il s'agit de Rome, le livre des fondations, écrit en 1983 par Michel Serres. Merci.